Des vents balayent les rues vides. Ce qui était autrefois une cité est devenu un amas de ruines, dans lequel le désert reprend ses droits. Cette ville, qui n'est plus qu'une ruine, est la ville de Pharès, ancienne, plus grande ville du monde. Et si elle est complètement vide, c'est parce que ses habitants sont partis. Ils sont déjà loin, très loin. Nous sommes sur un minuscule îlot au milieu de l'océan Ramquiz. C'est à cet endroit que vit depuis plusieurs jours le peuple pharien. Sur l'îlot désolé, la chaleur est insupportable et les humains n'ont aucun abri pour résister aux rayons brûlants du soleil. Le général Menchev, ancien roi de Pharès, est en train de regarder l'horizon, pensif. Après être partis de l'île d'Ineri, les Phariens ont très vite été pris par une immense tempête, du genre de celle qui brise les rames et balaye les navires, et ils s'étaient échoués sur cette petite île. Soudain, un homme vient vers son général et lui annonce une triste nouvelle. Seuls 3 des 5 bateaux partis de Pharès ont réussi à être réparés. L'homme se lève lentement et appelle chacun des 2000 hommes qui l'ont suivi dans cette aventure. Il place 3 de ses meilleurs lieutenants devant lui et leur demande de choisir chacun à leur tour quelqu'un parmi la foule. C'est cruel, mais il sait que tout le monde ne pourra pas embarquer. Le choix est fait et les heureux élus embarquent lentement, dans un silence lourd comme du coton, dans les 3 navires qui filent vers un grand avenir. Après leur aventure sur l'île, les humains sans peuple voguent dans la mer Iroquoise, vers le nord, comme ils l'avaient prévu. De longues semaines ont passé et les marins sont épuisés. Enfin, après tant de souffrances, ils mettent pied à terre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la côte sud nérafurienne. Ils sont si heureux, mais cela ne va malheureusement pas durer. L'un des hommes interpelle son général, montrant du doigt une forme au loin. Menchev plisse les yeux et voit une forme noire, tel un oiseau, qui avance vers eux. Sauf que c'est bien plus grand qu'un oiseau. À mesure que la créature s'approche, on aperçoit d'énormes ailes rouges et des yeux noirs comme l'acier. Cilios volatus, c'est le nom qu'ont donné les humains à ces créatures, au long corps écailleux surmonté de longues ailes. Oui, on peut les appeler, comme dans notre monde, des dragons. Quand la créature arrive, c'est bien évidemment la panique. Chacun tente de se protéger tant bien que mal, et à ce moment précis, tout le monde se dit que ceux qui ont été abandonnés sur l'île étaient peut-être plus chanceux qu'eux. Les premiers jours se firent dans la peur de se faire manger ou de se faire tuer. Mais les humains comprirent vite 2 choses. Premièrement, qu'ils n'intéressaient pas beaucoup les dragons. Et surtout, qu'il était possible de les tuer. À partir de ce moment-là, les humains commencèrent à tuer des dragons situés dans les environs du delta du Ner. Ce qui ne fut pas très difficile vu qu'ils n'étaient pas très nombreux. Ainsi, quelques mois après leur arrivée sur le nouveau continent, les humains créèrent leur première ville, nommée Dajgatel, ce qui signifiait la première. À ce moment-là, le général Menchev entrevit une lueur d'espoir. Il était donc possible pour eux de vivre là. De plus, grâce aux nombreuses terres agricoles de la plaine du delta du Ner, les nouveaux arrivants pouvaient vivre en ayant assez à manger. Les humains s'arrêtèrent donc à cette petite région pour toute conquête. Non, pas du tout. Pour Menchev, une vie heureuse pour son peuple ne pouvait exister si les dragons continuaient à vivre parmi eux. C'est pourquoi les humains commencèrent à inventer de meilleures armes et de meilleures armures. Ils se mirent alors à la recherche des dragons pour les tuer un à un. Le problème, c'est que plus les humains avançaient vers le nord, plus ils rencontraient de nombreux spécimens. Mais laissons les humains quelque temps pour aller vers le pic de Dormslund, la capitale des dragons. Et oui, même si on pourrait juger comme de simples bêtes sauvages, les dragons avaient une capitale, ainsi qu'une hiérarchie, et pouvaient communiquer entre eux par des grognements. Ça vous apprendra à sous-estimer les animaux. Là-bas, sur les monts sacrés, alors que le soleil se couchait à l'horizon, arriva un dragon venu des terres du sud. Ce dragon atterrit à ce qui servait de salle du trône au roi des dragons, c'est-à-dire une grande caverne, et lui fait comprendre quelque chose de ce goût-là. Mon chef, de nouvelles créatures arrivent au sud. Elles ont pris le delta du Ner et une grande partie de la plaine du sud. Et surtout, elles veulent nous tuer. Le roi des dragons éclata d'un rire tonitruant, ou tout du moins ce qui ressemblait le plus en version dragon, et grogna à son sujet. Nous dominons toutes les autres races depuis que nous sommes arrivés ici. Ce n'est pas de sitôt qu'on sera détrôné. Il avait tort de sous-estimer les humains, car justement, ceux-ci viennent d'atteindre un point capital dans leur avancée. Ils viennent de voir les rives de la mer intérieure. La mer intérieure est le plus grand lac de Toucaros. Il est situé au milieu du royaume des dragons. Quand ils y arrivèrent, les humains commencèrent à explorer les rives du lac et se rendirent vite compte d'une chose. Au milieu de l'étendue d'eau sortait une immense île, pleine à craquer,
de dragons. Plusieurs expéditions se firent pour y voir plus clair, mais la plupart finirent en bain de sang. Pourtant, les humains réussirent à réunir quelques informations. La plus importante était: les dragons ne savent pas nager. Alors que les humains avaient construit des bateaux capables de traverser les océans, les dragons ne savaient même pas nager. Alors, au début de la saison chaude, le général Mandchev conçut un plan pour détruire l'île des dragons en 3 étapes. Première étape, envoyer les humains là où le fleuve arrive dans le lac et essayer de le boucher. Les humains ne connaissaient pas les barrages à cette époque et il fallut plusieurs semaines pour construire une déviation au fleuve, ce qui diminuait l'eau du lac. Deuxième étape, la plus délicate. Au début de la saison chaude, le général envoya ses hommes sur l'île au centre du lac. Leur mission, creuser le plus de tunnels possible dans les sous-sols de l'île. Cette opération était très dangereuse car on pouvait à tout moment tomber dans une caverne de dragons et se faire dévorer. Alors, pendant toute cette saison, alors que le lac se vidait lentement, les humains creusaient au péril de leur vie un immense réseau de galeries dans le sol de l'île. Troisième étape. Nous sommes à la fin de la saison chaude. Les températures se rafraîchissent tandis que le crépuscule monte sur le camp des humains au sud de la mer intérieure. Les plus savants des soldats ont travaillé dur ces dernières semaines pour construire une machine capable d'accomplir les plans de Mandchev. Mais celui-ci doute. S'il y avait la moindre erreur de calcul, ce serait l'heure de leur mort à tous. Le soleil se couche, laissant des lumières rosées autour de la foule. L'immense machine se tient là, devant le général, et couverte d'un grand drap blanc. Le second arrive et lui tend une épée. Mandchev, pour la première fois de la soirée, ouvre la bouche et dit: Mes soldats, aujourd'hui se décide le jour de notre victoire ou de notre défaite. Alors, avec un geste rapide, il sort son épée et tranche la corde. Aussitôt, le reste de la machine se tend et une énorme pierre est projetée vers le ciel. Une catapulte, c'est cela la machine créée par les soldats. Tous les humains suivent des yeux la trajectoire de l'énorme rocher qui fuse dans le ciel, puis descend lentement et touche l'île dans un fracas épouvantable. La terre, maintenant sèche qui la constitue, se tasse et l'île, fragilisée par les galeries, s'effondre sous son propre poids, tandis que le feu la ravage de toutes parts. Ce jour-là, des centaines de dragons moururent, noyés et ensevelis. Mais surtout, ce jour-là marqua le début de la guerre, la vraie guerre. Les humains prirent aussitôt possession de toutes les côtes de la mer intérieure. Mais les dragons n'avaient pas dit leur dernier mot. Le roi, furieux qu'une race indigne ose détruire l'île où vivait une grande partie de ses sujets, lança une opération d'envergure. Certains dragons, environ 1 sur 50, pouvaient cracher du feu. Le roi convoqua ces dragons-là et leur ordonna de brûler tous les camps d'humains qu'ils voyaient. De leur côté, en parallèle de la catapulte, les humains avaient inventé un espèce d'arc géant avec lesquels on pouvait tirer des flèches sur le ciel et tuer un dragon d'un seul coup. Ainsi, les deux camps ont à peu près les mêmes chances de gagner. 2 mois plus tard, la guerre fait rage dans la plaine de Kereb, au nord de la mer intérieure. Quand les humains ont compris que les dragons voulaient brûler leur camp, ils ont commencé à en fabriquer des faux camps, qui ressemblaient à tout point au vrai, mais avec personne à l'intérieur. Quand un dragon passait au-dessus du camp, des hommes positionnés plus loin les abattaient. Ainsi, les dragons qui pouvaient cracher du feu commencèrent à devenir plus rares, jusqu'à disparaître complètement. À ce moment-là, les humains réussirent beaucoup plus facilement à avancer, jusqu'à parvenir au pied de la dernière forteresse des dragons, les monts sacrés. Les humains créèrent un immense blocus sur les monts, avançant au fil des jours. Beaucoup de dragons furent tués, mais beaucoup d'humains aussi. Ces derniers finirent par encercler le plus grand des monts sacrés, la montagne de Dormslud. Là-haut, pour les dragons, c'était la panique. Ils vivaient sur leurs réserves, car à peine l'un d'entre eux osait s'envoler, qu'ils se faisaient abattre instantanément. Tout cela dura jusque ce jour, au début de la saison froide. Le général Mandchev marchait dans le nord de la plaine de Kereb. Depuis plusieurs mois déjà, il tenait le mont Dormslud, mais les dragons refusaient de se rendre. Le général savait qu'il finirait par mourir, mais dans combien de temps? Si ça se trouve, les dragons profiteraient d'un moment d'inattention pour fuir, et ça, il ne se le pardonnerait pas. Quand il alla se coucher, le général remarqua à peine le vent violent qui soufflait dans la plaine, annonçant le dernier jour de cette guerre qui durait déjà depuis trop longtemps. Cette nuit-là, des vents froids venus du nord-ouest refroidirent la plaine. Pour les humains, ça allait encore, mais pour les dragons, coincés au sommet de leur montagne, la nuit fut horrible. Ils n'étaient pas habitués au froid. Habituellement, quand les températures descendaient, ils allaient habiter dans la plaine.
Mais là, ils n'avaient pas cette option, et ils devaient rester frigorifiés dans la neige qui tombait drue. Alors, dès que les premières lueurs du jour arrivèrent, les dragons s'envolèrent au mépris du danger. Malheureusement pour eux, les humains étaient prêts. Ce fut une hécatombe. Tous les dragons furent tués, sauf quelques spécimens qui réussirent à s'enfuir vers le nord. Quelques heures plus tard, le général Manchev fut porté vainqueur sur un bouclier et déclara l'avènement du premier royaume nordique, le royaume de Ner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez d'autres questions sur cette vidéo ou sur Carros, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au revoir.